On passe tout de suite à notre entretien croisé de ce début d'après-midi. À l'heure des règlements de l'Union européenne, quels sont les enjeux pour la filière bancaire française? Je vais appeler à me rejoindre sur cette scène Marianne Barbalayani, directrice générale de la Fédération bancaire française. Michel Ganzin, directeur général adjoint du Crédit Agricole et président du conseil de direction de CB. Et puis bien sûr Philippe Lolani, directeur général de CB. Madame, asseyez-vous. Merci à tous les trois d'être avec nous ici. Madame, on va commencer avec vous. Vous représentez l'ensemble de la filière bancaire française. Parlez-nous un petit peu aujourd'hui des enjeux de l'industrie bancaire française en matière de paiement. Écoutez, d'abord, je voulais dire que je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui au Forum CB. J'étais là il y a 2 ans. Je remercie donc d'abord Philippe Lolani de m'avoir permis de participer de nouveau à vos travaux. Je crois d'ailleurs que c'est un encore plus grand succès qu'il y a 2 ans. Alors, c'est toujours un peu difficile de faire une petite intervention après le déjeuner, donc je vais essayer d'être intéressante et brève. Tout d'abord, pour rappeler que il y a 2 ans, quand j'étais venue, on m'avait posé la question suivante. Le digital va-t-il tuer la banque ? On s'est encore un peu posé la question ce matin. Bah oui, mais vous voyez, 2 ans après, je suis toujours là pour vous répondre. Donc finalement, il y a quand même des constantes. Et je dirais que non, la révolution digitale n'a évidemment pas tué la banque. Elle lui a apporté de grandes opportunités. Je vais essayer d'y revenir brièvement, puis on pourra répondre à vos questions, bien sûr. Mais je crois qu'elle entraîne pour le secteur bancaire français, pour l'industrie bancaire des paiements dans lequel elle joue un rôle, les banques jouent un rôle majeur, 3 enjeux majeurs. Tout d'abord, celui de l'innovation, ça va sans dire, mais et de l'innovation au service du client. Deuxièmement, un enjeu dont vous avez beaucoup parlé, puis il y avait une intervention très intéressante d'une des fintech là, qui était dans la vidéo, la sécurité. Donc l'innovation dans la sécurité, l'innovation au service du client, mais l'innovation dans la sécurité. Et troisièmement, un enjeu très important qui est celui de la souveraineté. Alors tout d'abord, qu'est-ce que nous voulons dire par l'innovation au service du client ? Elle est dans l'ADN des banques parce que la marque de fabrique de la banque française, dans toutes ses formes, c'est la banque relationnelle. Et donc, la banque s'est toujours attachée à apporter le service bancaire au plus près du client, au plus près des besoins du client. Le fait nouveau que l'on a aujourd'hui avec l'innovation technologique, c'est probablement un phénomène d'accélération considérable. Premier élément, il faut intégrer cette accélération, anticiper les besoins du client, y répondre conformément à ses attentes. Deuxièmement, on le fait dans un monde qui est de plus en plus ouvert et de plus en plus concurrentiel. Je dirais que si à une époque, la question essentielle pour mes adhérents, c'était la concurrence entre banques, ce n'est plus aujourd'hui la seule question qui se pose, puisqu'il y a des nouveaux entrants qui sont à la fois des partenaires, et on pourra y revenir, mais aussi des concurrents. Et donc c'est un environnement qui est nouveau, relativement nouveau, parce que la question se posait déjà il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on nous prédisait, comme je le disais, notre disparition. Mais cet environnement concurrentiel nouveau nous challenge, mais est aussi une opportunité très importante pour les banques de réinventer en permanence la relation client et cet univers bancaire de relationnel avec son client. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui sont intéressants. Dans l'étude IFOP que nous avons faite en novembre-décembre 2018, qui s'appelait « Les Français, leurs banques et leurs attentes », sur la question de l'innovation, voilà les chiffres que l'on peut donner. La transformation des banques qui est en cours est clairement perçue par 73% des Français. C'est un chiffre important. 86% des Français sont sensibles à l'intégration des nouvelles technologies dans le monde bancaire et 80% aux changements apportés dans les services proposés. Ce qui est également très important pour nous, parce que je parlais de la relation client, c'est que près de 8 Français sur 10 considèrent que cette évolution est positive. Et évidemment, ce chiffre est plus important chez les jeunes. Donc l'innovation est là, elle est perçue, elle est appréciée.
Alors en même temps, il faut être à l'écoute des clients, puisque les banques françaises sont des banques relationnelles, ce sont les banques de tous les Français. Et il faut aussi dire que dans cette étude, il y avait quand même un pourcentage non négligeable de clients qui évoquaient le souhait d'une pause dans l'innovation, parce que il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, pas que dans le domaine bancaire. Et donc il y a une certaine catégorie de la population qu'il ne faut pas oublier, qui a besoin d'être accompagnée dans ce changement. Et je crois que c'est l'honneur et la fierté des banques françaises d'être capables de prendre l'innovation, de l'adapter aux clients, de l'acclimater et de la faire comprendre. On parlera sans aucun doute, je pense, du succès du sans contact, du paiement sans contact, qui est un des exemples d'innovation qui a un succès phénoménal sur le territoire français. Eh bien, l'une des raisons du succès du sans contact, c'est qu'il a été porté par les banques en pleine cohésion avec l'écosystème, les clients, les commerçants. Et puis, il a fallu le temps qu'il a fallu, et ça a pris quelques années. Au début, ça décollait pas trop. Il a fallu rassurer. Je crois que c'est très important de pouvoir rassurer pour que l'innovation marche. Et évidemment, maintenant, c'est un succès absolument phénoménal. Donc, premier élément pour nous, l'innovation qui nous permet d'inventer une nouvelle expérience bancaire sans arrêt, en comprenant en permanence les évolutions de nos clients, parce que nos clients, d'abord, vous êtes tous clients, on est tous clients, donc on a une vie digitale, et évidemment, on attend de sa banque qu'elle soit pleinement capable de répondre aux attentes de l'immédiateté, de la facilité, de la fluidité du monde digital, mais aussi d'apporter des réponses en permanence sécurisées. Le client est, comme vous l'avez compris, au centre du dispositif, et c'est pour nous une marque de fabrique à laquelle nous sommes très attachés. Le deuxième enjeu que j'ai commencé à évoquer, c'est l'enjeu de la sécurité. L'ADN des banques françaises, c'est l'innovation dans la sécurité. On en a parlé un petit peu pour le sans contact. Je crois que notre rôle, c'est de protéger nos clients. Cet élément de protection des clients est essentiel au maintien de la confiance, qui est lui-même, je dirais, l'actif et l'enjeu essentiel pour le monde bancaire. Le monde bancaire s'est bâti dans la nuit des temps sur la confiance. Il doit continuer à être ce tiers de confiance, ce monde de confiance, c'est-à-dire que lorsque l'innovation arrive dans le monde bancaire, et elle est permanente et en accélération, comme je le disais, il est fondamental pour nous que les clients soient convaincus que cette innovation, elle arrive dans la sécurité. Donc la protection des données, c'est ce que vous nous dites. Protection des données et des fonds. Je vous rappelle que d'ailleurs, un des éléments importants dans l'innovation, c'est d'utiliser en permanence, et c'est des investissements absolument colossaux, d'utiliser en permanence toutes les innovations en matière d'intelligence artificielle, notamment pour pouvoir, et d'exploitation des données, pour pouvoir sans arrêt détecter les comportements atypiques, les comportements frauduleux. On a, je vous le rappelle par ailleurs, ce devoir vis-à-vis de nos clients, on l'a aussi vis-à-vis des autorités publiques, puisque les banques jouent un rôle fondamental de maintien de l'intégrité du système financier en détectant les comportements qui peuvent faire soupçonner du blanchiment ou du financement du terrorisme. Donc c'est évidemment pour nous très 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 important. Protection des données, ça c'est absolument évident, mais aussi protection des fonds, parce que déjà quand vous mettez votre argent dans une banque, les deux choses que vous demandez, c'est effectivement les données, parce que vous ne souhaitez pas que ça se balade partout, ça intéresse peut-être justement des gens, mais vous ne voulez pas que les gens sachent à quoi vous utilisez votre argent, et c'est bien normal, et c'est l'ADN du monde bancaire, et c'est notre responsabilité de le protéger, mais vous voulez aussi que quand vous allez rechercher votre argent dans la banque, il y soit toujours, et qu'il n'ait pas été siphonné par un fraudeur. Donc c'est une question de confiance et de souveraineté aujourd'hui. Alors, le troisième enjeu, c'est évidemment la souveraineté. Alors, je suis assez fière parce que lorsque nous avons travaillé sur les priorités que la Fédération bancaire française proposerait aux nouvelles autorités européennes pour la nouvelle mandature qui vient de s'ouvrir avec l'élection au Parlement européen et avec la mise en place en ce moment même de la nouvelle Commission, lorsque nous avons préparé nos priorités européennes, nous avons parlé de la souveraineté dans le domaine bancaire, mais plus spécifiquement aussi dans le domaine des paiements. Et je crois que c'est aujourd'hui un thème qui est monté en flèche, à la fois de la part des autorités politiques, mais évidemment aussi du côté de la Banque centrale européenne,
qui en a fait un de ses chevaux de bataille et qui aujourd'hui d'ailleurs interpelle le monde bancaire en lui disant nous vous attendons pour proposer des solutions, notamment avec la mise en place du paiement instantané, pour qu'il y ait des solutions pan-européennes de paiement qui émergent et que, d'une certaine manière, nous ayons une réponse à d'autres solutions de paiement qui peuvent se dégager et qui questionnent, comme un éléphant dans le bac à sable, selon l'expression employée par Benoît Cœuré, du directoire de la Banque centrale européenne, qui questionne l'existence même de la monnaie telle que nous la connaissons. Donc, effectivement, cet enjeu de souveraineté, nous l'avons perçu. Je pense que l'industrie bancaire française est particulièrement bien placée pour identifier ces questions, parce que d'abord, c'est une industrie très puissante en matière de paiement en Europe. On a une part de marché très importante sur les paiements. Et deuxièmement, et je rends hommage aujourd'hui au GIE, parce que nous avons une grande habitude d'une interbancarité innovante et réussie. Et donc, effectivement, quand on parle interbancarité, eh bien, on a cette expérience française, et je crois qu'on est à même de jouer un rôle important en Europe pour fédérer ceux qui souhaitent, effectivement, que l'Europe puisse réaffirmer sa souveraineté en matière de paiement, comme ce doit être le cas en matière bancaire. Alors, ça va faire une bonne transition, avec Michel Ganzin, puisqu'effectivement, à l'heure des règlements de l'Europe, est-ce que l'interbancarité à la française signifie encore quelque chose ? Oui, bonjour d'abord à toutes et à tous. Moi, pour ma part, c'est mon premier forum, puisque j'ai été élu président du GIE Carte Bancaire en début d'année. Et pourtant, même si c'est uniquement depuis le début d'année, j'ai l'impression d'avoir déjà mené beaucoup de sujets et d'actions aux côtés de la direction générale que je salue à travers Philippe Lolani et puis toutes ses équipes, parce que par rapport à votre question, nous avons un GIE Carte Bancaire qui est effectivement bien présent. Et moi, quand je regarde le contexte aujourd'hui géopolitique, économique mondial, et que je regarde quels ont été les fondamentaux finalement politico-économiques qui ont porté l'interbancarité et qui ont conduit à la création du GIE Carte Bancaire en 1984, je me dis que finalement ces fondamentaux sont plus vrais que jamais. Ils sont plus d'actualité que jamais. Souveraineté, Marianne l'a évoqué, souveraineté, indépendance technologique, qualité de service, sécurité, efficience aussi également en termes de coûts, mais parmi ces éléments, lequel a pris une ride ? Il n'y en a aucun de ces éléments qui a pris des rides. Au contraire, je pense qu'ils se sont encore renforcés. Et c'est pour cette raison que non seulement, pour moi, le GIE Carte Bancaire est loin d'être mort, mais au contraire, il doit se renforcer. Il doit aussi réunir et faire dialoguer toujours plus tout l'écosystème des paiements qui aujourd'hui ne concernent pas que les banques, mais il faut également tous les partenaires industriels qui sont à nos côtés, les commerçants, on s'est ouvert également aux commerçants, et puis aux consommateurs. Et c'est en renforçant ce dialogue que nous arriverons à franchir justement les enjeux qui sont devant nous. Parce que dans les paiements, Philippe sourit souvent quand j'emploie ces termes-là, mais on parle souvent, quand on est en réunion, on parle de chaîne de valeur. Moi, quand je vois l'ébullition qu'il y a sur le marché des paiements, j'ai changé de terme. On n'est plus dans une chaîne de valeur. On est dans une chaîne alimentaire. Parce que la chaîne de valeur, vous avez l'impression que finalement, selon le positionnement que vous avez, vous pouvez tirer plus ou moins la quintessence de la chaîne de valeur. Quand vous êtes dans une chaîne alimentaire, c'est très différent. Il faut bien regarder à quel endroit vous vous situez, parce que c'est pas du tout pareil. Et parce que si vous êtes en bas, ou si vous êtes trop bas, vous vous faites tout simplement manger par celui qui est au-dessus. Et dans les paiements, on en est là. On en est là parce que quand vous regardez les concurrents que nous avons sur les paiements, c'est les GAFA, c'est les Batix, c'est également des nouveaux acteurs qui sont redoutables. Et donc face à cette concurrence qui est très très forte, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous considérez que vous voulez le jouer en solo, soit vous considérez qu'au contraire le collectif a plus que jamais de l'importance. Moi, en ce qui me concerne, et pourtant mon établissement ne fait pas partie des plus petits, si je me mets plutôt plus en président mais en DGA
du Crédit Agricole. Je peux vous dire que c'est le collectif qui nous sauvera. C'est pas du tout de jouer la partie en solo, et donc l'interbancarité, elle a beaucoup de sens. Nous avons aussi besoin donc d'un GIE carte bancaire qui soit complètement agile, parce qu'on voit aussi que dans le monde des paiements, le time to market, il est de plus en plus réduit. Et si vous avez même une bonne idée, si elle sort dans 3 ans, c'est cuit, c'est mort. Donc il faut aller très très vite. Et ça veut dire que pour nous, il faut que cette agilité, elle soit communautaire, c'est-à-dire qu'on embarque l'ensemble de la communauté du GIE carte bancaire, soit collectif, au moins dans un premier temps. Si nous ne pouvons pas aller vite tous ensemble, on peut peut-être se rassembler pour créer un collectif et démarrer un projet pour après, espérons-le, qu'il devienne communautaire. Et puis le dernier point quand même que je voulais aborder, ça a été dit aussi par Marianne, c'est que même si justement le GIE carte bancaire, on doit le renforcer, on doit le réarmer, justement pour faire face aux défis qui sont devant nous, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir d'abord à d'autres partenaires qui viennent renforcer la force des paiements, et puis il faut l'ouvrir aussi peut-être à des schemes européens, parce que l'échelle des paiements, l'Europe déjà, c'est la bonne échelle, mais c'est presque le SMIC en termes de paiement, parce que les paiements sont internationaux. Mais nous avons au moins besoin de créer quelque chose au niveau de l'Europe, quelle que soit sa forme. Mais en tout cas, nous avons besoin de créer quelque chose au niveau de l'Europe, parce que finalement, quand on regarde l'histoire, et c'est vrai, Marianne l'a dit, on a réussi l'interbancarité et le GIE carte bancaire, et puis les structures qui vont avec, STET, et j'espère demain Pélib, ont montré vraiment la capacité des banques françaises au départ à créer cette réussite. Et moi, j'ai envie de me dire que finalement, dans 35 ans, je voudrais qu'on soit tous fiers d'avoir, vis-à-vis de la population française, vis-à-vis de la population européenne, de se dire il y a eu des personnes qui, à un moment donné, en 2019, en 2020, ont pris des décisions qui, 35 ans après, nous portent encore et font que nous avons un système au niveau des paiements qui a ce haut niveau de service, ce haut niveau de sécurité, dans le respect des données des individus, et qu'on soit tous fiers de ça, finalement, comme on peut être aujourd'hui, comme ça a été le cas avec le GIE carte bancaire sous l'impulsion de Pierre Bérégovoy en 1984. Voilà. Merci Michel Ganzin. Philippe Lolani, donc on vient beaucoup d'évoquer le GIE carte bancaire. Dites-nous comment il se porte aujourd'hui, justement. Bon, alors dans le droit rebond de ce que viennent de dire Marianne et Michel, que je remercie parce que franchement, là, on voit bien la ligne. Les banques ne sont pas mortes, comme certains nous le prédisaient il y a quelques années. L'interbancarité, non seulement elle a une grande valeur historique, et Michel vient d'en tracer des enjeux pour le futur. Et je dirais qu'aujourd'hui, carte bancaire, là-dedans, après sa création en 1984, on en est où ? Le triptyque de stratégie, c'est clairement développer les volumes de paiement carte dans l'innovation et dans la sécurité, voire la souveraineté. Donc on est au cœur du débat. Ça, on le fait tous ensemble, là, tout l'écosystème qui a été évoqué ce matin. Le GIE est un écosystème ouvert qui doit s'ouvrir et ouvert sur l'innovation dans la sécurité. Je regardais les dernières statistiques, tout le monde prédisait que les banques allaient mourir, mais aussi que la carte allait mourir, voire que le scheme CB allait mourir. L'Eurozone vient de publier des chiffres. Dans la dernière décennie, les paiements, le nombre de transactions par carte a doublé. Un Européen moyen aujourd'hui fait 126 paiements par carte. Il en faisait 151 il y a 10 ans. Au sein de cette Eurozone, le scheme CB, c'est 27%, enfin une trentaine de pourcents du paiement par carte européen. Donc si on réarme et si on rend agile et si on continue à rendre innovant l'écosystème CB français, par nature, il y aura une force et un pilier pour que l'Europe puisse avancer avec nous là-dessus, et nous, surtout avec l'Europe. Tout ça pour dire que aujourd'hui, mon message dans cette eurozone, c'est que, je l'ai dit ce matin, je vais le répéter un peu cet après-midi, le carte bancaire et le groupement carte bancaire va très bien. Tous les indicateurs sont au vert. C'est pas pour ça qu'il faut se le faire en prétention, il faut le faire en satisfaction. C'est les bienfaits de nos interactions collectives de cet écosystème, mais aussi du plan de réarmement qui m'ont conduit d'ailleurs à la direction générale de cet établissement en 2016 sur l'angle, Philippe, ta mission c'est d'essayer
de réarmer cette interbancarité française telle que Michel l'a décrivée. Aujourd'hui, dans les chiffres, 3 ans après de ce réarmement, il n'y a que des succès. Nous étions partis à 66 millions de cartes, nous sommes aujourd'hui à 72 millions de cartes bancaires, 6 millions de plus en 3 ans sur un marché mature, j'évoque. Nous ferons plus de 12 milliards de paiements, de transactions de paiement cette année. C'est des progressions de 8%, là où quand j'arrivais à CB, c'est des progressions de 5 à 6% annuels. Donc la carte est loin d'être Donc morte. La croissance, elle est loin d'être morte, elle est en pleine forme. Deuxièmement, on bat des records tout le temps. On en a battu encore le 5 juillet, des records historiques de transactions. 53 millions de transactions en une journée, le 5 juillet. La plateforme carte bancaire Estet étant l'opérateur, est résiliente, sécurisée, elle fonctionne, elle prend les volumes. Et comme Marianne l'a dit, le succès central, je dirais en termes d'activité de ce réarmement, c'est le sans contact. Le sans contact est devenu un acquis sociétal. 8 Français sur 10 aujourd'hui l'utilisent. J'avais dit on fera 1, 2, 3 comme au football. Et une petite pensée pour Jacques Chirac. Enfin, voilà, on les a fait. On sera à 3 milliards cette année. On sera à 3 milliards de sans contact. On est parti à moins de 500 millions quand je suis arrivé en 2016. Donc comme dit Marianne, il fallait l'échauffement, mais on décolle. C'est rentré dans les usages. Ça marche, pourquoi? Parce que tout le monde a bossé ici, les industriels et les banques et les commerçants, les TPE sont à jour, le parc d'acceptation est devenu à jour, le geste s'est installé avec la communication et la fraude est maîtrisée. C'est tout cet ensemble qui fait que le sans contact, c'est vraiment un succès sociétal qui permet d'installer aussi le geste du paiement mobile, hein, ça très clairement, et qui permet aussi, dernier axe de la stratégie de développement et d'activité de CB sur l'activité avant l'ouverture et l'innovation, c'est le fait, on l'a vu ce matin, l'intégration du e-commerce. On a 15 à 20% de croissance de l'activité de paiement carte bancaire avec les e-commerçants. La carte est la reine du paiement en proximité, mais la carte est aussi intégrée aujourd'hui totalement dans le e-commerce. Et donc en termes d'activité, tout est au vert. Et avec les questions de sécurité que cela pose, et qui est un des thèmes majeurs de cette journée, aujourd'hui, on en est où justement aujourd'hui de la fraude? Sur la fraude, elle est maîtrisée dans la croissance, pas exponentielle, mais dans la croissance très vive des volumes. Donc là aussi, on peut lire tout dans certains articles. L'OSMP en a très bien fait la synthèse dans son rapport 2018. La fraude des cartes est maîtrisée en France, la carte est sécurisée sur l'ensemble des thèmes. Quand on regarde en taux de fraude, bien sûr, je parlais des sans contact, on est parti de 0, on est à 3 milliards. Donc les fraudes, elles sont apparues, et il y en aura de plus en plus. Plus on est sur un acte massif. Quand on est sur des quelques milliers de paiements, il n'y a pas de fraudeurs. Quand on est sur des milliards de paiements, il y a des fraudeurs qui s'installent. Toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est de regarder le taux de fraude. Ce que je constate, les e-commerçants l'ont dit ce matin sur la vente à distance, depuis 6-7 ans, les taux de fraude sur la vente à distance qui sont les plus élevés sont en tendance baissière. Le taux de fraude sur le sans contact est baissier depuis 3 trimestres avec des volumes, comme je vous l'ai dit, qui sont passés de 1 à 3 milliards. Et le taux de fraude en contact est très faible, puisque là, on a complètement sécurisé, ce qui fait un taux vraiment stable, compte tenu, les taux, je veux dire, baissent, et quelque part, compte tenu de la croissance des volumes, d'ailleurs, c'est souligné dans le rapport au SMP, on n'a pas aujourd'hui de flambée, comme j'ai pu le lire, hein, parce qu'on a dit, j'ai lu même un article où disait la fraude à la carte explose. Non, c'est un titre, mais quand on regarde les chiffres et la réalité, voire les tendances, ça n'est pas vrai. Le seul élément sur les moyens de paiement qu'on a eu l'année dernière, c'était sur le chèque, et vous pouvez vous reporter au rapport SMP. Donc la sécurité, on l'a tout à fait assurée. Alors, il faut être vigilant. Il faut innover, comme on l'a dit toute cette matinée, autour de l'authentification forte, mais on va en reparler. Et juste, je voulais dire un dernier mot sur toute la matinée a été consacrée à l'écosystème. Il est clair que, comme Michel l'a dit, le GIE carte bancaire, c'est un système très spécifique interbancaire qui ne vit que par les liens qu'on a entre industriels, commerçants, banquiers et titres restaurants dématérialisés. On a 2 collèges. Toutes ces interactions qu'on a su créer à travers le Conseil consultatif commerce, le lab, tout ce qu'on a discuté ce matin, c'est une richesse fantastique pour la France, et c'est aussi un modèle qui permet de dire on est ouvert,
Et si on est ouvert entre nous, on est ouvert à nos amis allemands, à nos amis espagnols et à tous nos amis européens demain. Voilà, c'est aussi cette mission que j'ai et que j'assume avec les équipes de cartes bancaires. Dernière chose, l'innovation, elle n'est pas que technique, on l'a dit. Carte bancaire a une génétique sociétale, a une génétique inclusive. Donc nous sommes dans les régions, nous sommes dans l'économie du don, nous sommes dans les innovations pour nos amis des personnes sensibles ou les personnes défavorisées ou les personnes handicapées. Avec les aveugles, on a fait des grosses opérations sur l'innovation. Ça, c'est cette génétique très forte. Et on est aussi dans le monde académique puisqu'on a ouvert la chaire finance digitale avec Assas, Mines Télécom et l'Institut Bachelier. Carte bancaire est une vraie plateforme inclusive, y compris dans le sens territorial et social. Et ça, c'est fondamental de le rappeler. Dernière question d'actualité, Michel Ganzin, qui concerne l'interbancarité, c'est celle du retrait. Il y a eu pas mal d'articles de presse sur cette question du retrait dernièrement. Qu'est-ce que vous voulez nous apporter comme réponse aujourd'hui ? D'abord, je vous remercie de me poser la question, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'articles de presse et je pense que c'est intéressant de partager cela avec vous, même s'il n'y a que des spécialistes du paiement. Je crois que c'est important. Alors la première chose que j'ai envie de répondre, d'abord, il faut qu'on se le dise et qu'on en soit tous convaincus parce que c'est une réalité. On a un maillage extraordinaire en France. On a 53 000 distributeurs. Ils sont accessibles par tous les citoyens français à quelques minutes, même pour les moins bien lotis, à quelques minutes de leur domicile. On a un système qui est sécurisé, qui est de qualité, qui fonctionne quasiment sans incident, et puis là aussi avec un coût de retrait qui est nul, puisque les trois quarts des banques ne font pas payer, enfin toutes les banques ne font pas payer le retrait. Il peut y avoir quelques franchises, mais donc on a un système qui est extraordinaire. L'enjeu aujourd'hui que nous avons, tout en le faisant évoluer, c'est qu'il perdure, pour qu'il continue à servir l'ensemble des citoyens dans les conditions, encore une fois, qui sont idéales pour les citoyens français. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est juste si je sors 2 minutes de mon rôle de président du GEC Carte Bancaire pour me mettre plutôt dans la situation d'un dirigeant. Avant d'être dirigeant à Crédit Agricole SA, j'ai été directeur général adjoint dans une caisse régionale du Crédit Agricole dans une zone plutôt rurale. J'ai été directeur général à Limoges également. Et je vous assure que je me suis jamais levé un matin avec le fantasme de dire tiens, si je me faisais une petite fermeture de distributeur. Et voilà, c'est le pied du dirigeant de fermer des distributeurs. Ça m'est jamais arrivé. Et les dirigeants de banque ne se lèvent pas le matin en ayant ça. Alors pourquoi aujourd'hui il y a des distributeurs qui ferment ? Ben, tout simplement parce que la filière fiduciaire, elle est déficitaire. Voilà. Énormément déficitaire. Et les banques qui assument les réseaux des distributeurs, c'est eux qui portent ces déficits parce qu'ils ont énormément investi dans les infrastructures, dans l'interbancarité. Et aujourd'hui, on est déficitaire. Alors bien sûr, on peut agir sur les coûts, on peut s'organiser pour faire en sorte que cette filière soit encore plus optimisée. Mais surtout, nous avons un problème au niveau de la commission qui est liée à l'interchange de ces distributeurs, parce que cette commission, elle a été décidée en 2011. Elle n'a plus évolué depuis. Donc vous vous rendez compte, depuis 8 ans. Elle était déjà pas haute, mais depuis 8 ans, elle n'a pas évolué. Et donc nous devons tout simplement rééquilibrer, augmenter cette commission pour rééquilibrer le modèle et faire en sorte que justement on puisse continuer à offrir à tous les citoyens français ce service de qualité. Parce que le cash, même s'il diminue, même si la carte bancaire a énormément de succès, y compris la carte sans contact, qui vient concurrencer le cash sur pas mal de paiements, le cash n'est pas mort et il a encore de belles années devant lui. Et donc, il faut accompagner ce service sur l'ensemble des Français, du territoire français. Voilà. Je vous remercie, Marianne Barba-Layani. Je vais vous laisser peut-être conclure cet entretien croisé cet après-midi avant qu'on accueille notre prochain invité. C'est toujours difficile de conclure. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir à quel point on fait le grand écart entre les ultra-innovations qui sont développées dans toutes les banques, soit en interne, soit en partenariat avec un écosystème, avec des centaines d'API qui sont ouvertes dans les banques de manière partenariale pour travailler avec des fintechs ou avec des startups.
Et puis, le bon vieux cash, il faut quand même continuer à assurer le service. La société est très sensible à ces questions de présence territoriale, de même qu'elle est sensible d'ailleurs à l'accompagnement de chacun pour l'innovation. Donc, vous voyez quand même que l'équation pour le secteur bancaire, elle n'est pas évidente parce que alors, je ne sais pas si on est sur une chaîne alimentaire, mais là, on est peut-être sur une chaîne de valeur, mais en tout cas, on est attendu partout. C'est-à-dire qu'on attend des banques, effectivement, qu'elles soient à la pointe de l'innovation, qu'elles soient capables d'offrir en permanence, de réinventer en permanence l'expérience client, notamment dans le domaine des paiements, parce que c'est le domaine où il y a probablement le plus d'innovation qui est directement visible par le client. N'oublions pas d'ailleurs les clients entreprises. On parle beaucoup des clients particuliers. Je crois que c'est très important de parler aussi des entreprises et des services qu'elles attendent de la part de leur banque. Et puis, on est confronté à l'angoisse très forte qui se manifeste dans les territoires et dont, au fond, l'affaire des distributeurs de billets dont parlait Michel, elle est très emblématique de quelque chose, parce qu'en réalité, il y a eu un rapport de la Banque de France en juin ou en juillet, si je ne m'abuse, qui a montré qu'il n'y a pas de problème d'accès aux espèces aujourd'hui en France. On a plus de 99% des Français qui sont à moins de 15 minutes d'un distributeur de billets. Et donc, et puis c'est un domaine qui est vivant. Il y a des DAB qui ferment parce qu'ils ne sont pas rentables, et puis il y en a d'autres qui ouvrent parce que les banques, évidemment, adaptent en permanence leur réseau, y compris sur les DAB, aux réalités économiques des territoires. Mais je pense que les territoires ont été confrontés à des reculs dans tout un tas d'autres domaines. Ils ont perdu le médecin, ils ont perdu certains services publics, etc. Et tout d'un coup, se cristallise cette angoisse de la société avec l'idée que, est-ce qu'on va perdre aussi notre distributeur de billets? Est-ce qu'on va perdre aussi nos agences bancaires, etc. Donc nous, banques, qui sommes dans le modèle de la Banque française, des banques universelles qui offrent tous les types de prestations, des plus sophistiquées aux plus simples, nous sommes dans cette société. On y est parce que ce sont les clients des banques. Tous les Français sont clients des banques. On y est aussi via les salariés. On a parlé beaucoup d'innovation, d'investissement. Un des investissements majeurs que font les banques aujourd'hui, c'est aussi pour leurs salariés, pour les former. On est un des secteurs qui a une des dépenses de formation par rapport à la masse salariale la plus élevée, parce qu'effectivement, il faut que toute cette innovation, toute cette capacité à répondre à la demande des clients qui évolue elle-même de manière très accélérée. On voit bien que les évolutions s'accélèrent considérablement. C'est sans doute la caractéristique numéro 1 de l'époque dans laquelle on est. Eh bien, il faut qu'elle puisse être portée par les salariés des banques qui doivent eux-mêmes être parfaitement à l'aise avec la façon dont les services évoluent, dont la relation avec le client évolue. Aujourd'hui, on est pleinement dans le multicanal, par exemple, sur la relation avec le client. Ce n'est plus l'agence bancaire qui est le seul lieu de relation avec le client, même si par ailleurs les clients ils sont extraordinairement attachés. Donc on a des challenges très importants. Les banques investissent énormément. Un dernier message qui n'est peut-être pas le lieu du débat aujourd'hui, mais je crois qu'il est essentiel que dans toutes les décisions qui vont être prises, notamment au niveau européen, dans les mois qui viennent, et l'année 2020 va être une année charnière de ce point de vue-là, on veille à préserver la capacité d'investissement des banques européennes. On va devoir transposer l'accord de Bâle de décembre 2017, qui est un accord très mauvais pour les banques européennes parce qu'il impose a priori une augmentation des exigences beaucoup plus importante. Ce que l'on prendra en termes réglementaires ne sera plus disponible, d'une part, pour développer l'activité de base qui est de financer, mais ça ne sera plus disponible non plus pour investir dans l'innovation. Donc l'Europe a un challenge absolument majeur de ce point de vue-là. On parlait tout à l'heure de souveraineté européenne dans le domaine des paiements. Je crois qu'il faut bien être conscient que tout est lié. C'est-à-dire que l'Europe doit faire attention à la manière dont elle gère une réglementation internationale qui n'est pas forcément adaptée à son système bancaire, de façon à ce que ce système bancaire puisse continuer à porter une souveraineté en matière de paiement, comme on l'a exprimé tout à l'heure. Eh bien, c'est une parfaite transition avec notre prochain invité. Merci à tous les trois. Je crois qu'on peut vous applaudir d'être venus.